Bonjour à tous et bienvenue à cette session sur déployer en toute sérénité vos applications avec AWS Code Deploy. Je suis ravi de modérer cette discussion avec Mohamed, Senior DevOps Platform Engineer chez Checkout.com. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment AWS Code Deploy peut simplifier et sécuriser vos déploiements d'applications. Donc, je vais repasser la parole à Mohamed qui va dérouler sa présentation. À vous, Mohamed. Merci Souleymane. Tout d'abord, merci de m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation aujourd'hui. Donc, comme l'avait dit Souleymane, on va parler de déploiement sur AWS avec un outil qui est assez méconnu qui s'appelle AWS Code Deploy. Donc, très rapidement, je me présente. Donc, moi, c'est Mohamed El-Moutar Haidara. Je suis senior DevOps ingénieur chez Checkout à Paris. C'est une entreprise qui est dans la FinTech. On propose des API pour faciliter les paiements pour créer des cartes bancaires, entre autres. Donc, j'ai 7 ans d'expérience dans le domaine du cloud et du DevOps, notamment. Donc, j'ai quelques certifications AWS, GitLab et Terraform. Donc, pour mon parcours rapidement, j'ai grandi au Mali. Donc, j'ai quitté le Mali en 2012 après avoir eu le bac. Donc, je suis passé par Lyon 1 en France. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur, l'INSA Lyon. Et aussi, j'ai fait 6 mois d'échange en Suède. Donc, vous pouvez me trouver notamment sur le net, sur Twitter. J'ai aussi mon blog perso où j'écris pas mal d'articles sur l'automatisation, le DevOps et tout ce qui tourne autour de ça. J'ai aussi un GitHub. Si jamais vous êtes curieux, j'ai quelques projets open source qui, je pense, pourront être intéressants pour certains d'entre vous. Donc, très rapidement, aujourd'hui, on va parler du déploiement et de code deploy. Donc, je vais d'abord commencer par vous expliquer un peu la problématique derrière. Je vais vous parler d'une solution qui est AWS Code Deploy. Il y a plusieurs solutions qui peuvent répondre à la problématique. J'ai juste choisi une qui est AWS Code Deploy. Et ensuite, je vais faire une démo live où on va déployer une application 3 tiers sur AWS. On va simuler un problème durant le déploiement et on verra comment tout va se passer dans Code Deploy qui va automatiquement faire un rollback de notre application. Donc, rapidement, on va se mettre dans un contexte. Supposons que je travaille sur une application dans la FinTech, donc, qui est mon domaine, donc ce n'est pas un hasard. Donc, vous exposez une API qui permet aux clients de payer par carte bancaire ou par mobile money. Donc, ça, on peut imaginer que ça peut être Wave, Orange Money, peu importe. Donc, le souci, c'est que, fort heureusement, on va dire, vous avez beaucoup de succès et vous recevez des centaines de transactions par seconde. Donc, chaque seconde ou chaque minute d'indisponibilité de votre API, c'est une perte sèche au niveau de votre chiffre d'affaires. Donc, le fait est que la FinTech est un domaine très concurrentiel. Vous voulez innover constamment. Donc, vous êtes obligé de constamment déployer plusieurs fois par jour pour tester de nouvelles fonctionnalités en production sans forcément impacter les utilisateurs qui utilisent vos API notamment. Et aussi, vous voulez pouvoir déployer juste une petite partie, juste un petit pourcentage de votre application. Dit autrement, faire de telle chose que, allez, par exemple, 5% de vos utilisateurs utilisent les nouvelles fonctionnalités, histoire de réduire le blast radius en cas de problème. Idéalement, si vous voulez faire un rollback automatique, s'il y a un problème sur la nouvelle version que vous êtes en train de déployer, vous pouvez évidemment faire ça de manière manuelle sans passer par des outils comme Code Deploy ou autres. Mais l'idée, c'est vraiment, quand je clique sur le bouton Deploy, que je n'ai pas à me soucier de tout ce qui va se passer après derrière. Donc, et évidemment, tout ça à moindre coût. Parce que je n'ai pas envie de payer des millions pour avoir ce genre de solution. Donc, le problème aussi, c'est que déployer une application reste risqué. Il faut savoir que le déploiement est l'une des premières causes d'incidents. D'après Google, chez eux, jusqu'à 70% des problèmes qu'ils ont eus, c'est lié à des déploiements. Excusez-moi. Du coup, en fait, ça fait qu'il est souvent très coûteux de tout tester dans les environnements de pré-production. Ce qui fait qu'on est souvent obligé de tester certaines fonctionnalités en production qui correspondent à l'environnement qui est le plus proche possible. Comment dire, oui, cela correspond à l'environnement qui est le plus proche possible des conditions réelles. Ensuite, on n'est jamais à l'abri de surprises en production. Je peux imaginer tout test
en dev, QA, IAT et prod, on n'est jamais à l'abri d'une surprise qui peut arriver en production. Donc maintenant, comment faire donc? Donc il y a plusieurs stratégies. Une des stratégies qui est souvent utilisée, ça s'appelle le Blue-Green Deployment. Comment ça fonctionne? En gros, j'ai mon application en V1, donc qui est utilisée par mes utilisateurs. Donc ce que je vais faire, je vais déployer la V2 de mon application, donc qui est là, que vous voyez ici. Donc je vais tester ça en isolation. Donc je vais éviter que les utilisateurs puissent utiliser cette V2. Donc je vais tester ça en isolation. Ensuite, une fois que tout marche bien, je vais router le trafic de mes utilisateurs vers cette nouvelle version de l'application. Ensuite, j'éteins l'ancienne version de mon application. Donc ça, c'est une première approche. Donc voici un petit schéma qui rentre un peu plus dans le détail. Donc je vais vous expliquer concrètement comment ça marche. Donc on a généralement deux environnements, Blue et Green. Donc dans cet environnement, par défaut, l'environnement actuel qui est actif, c'est l'environnement vert. Donc je déploie une nouvelle version dans l'environnement bleu. Donc je teste l'environnement. Si tout se passe bien, je route le trafic vers l'environnement bleu. Je continue de soulever tout ce qui se passe. Tout va bien. Ensuite, j'arrête l'environnement vert parce que j'en ai plus besoin. Si jamais, après le déploiement vers l'environnement bleu, j'ai un souci, donc j'arrête le déploiement et je reroute le trafic vers l'environnement vert qui était déjà là parce que je ne l'ai pas encore détruit. Maintenant, revenons ici. Il se peut qu'après avoir déployé l'environnement bleu, que je teste en isolation, j'ai éventuellement des problèmes. Donc, dans ce cas, j'arrête le déploiement, je corrige les problèmes dans mon environnement bleu qui contient la nouvelle version et je recommence ensuite jusqu'à arriver à un état stable, idéalement sur cet état qui est là. Donc, l'autre image que vous voyez à droite, ça c'est juste l'inverse. Ça c'est si jamais c'est l'environnement bleu qui est actif. Donc, il y a une autre stratégie qui est un peu différente mais assez similaire qu'on appelle le Canary Deployment. En gros, on part du même état. Donc, j'ai mes utilisateurs qui utilisent la V1 de mon application. Ensuite, je déploie une nouvelle version V2, donc que je peux tester en isolation également. Donc, la grosse différence entre le Blue-Green classique, c'est que je vais juste envoyer une petite partie du trafic sur ma nouvelle version. Dans cet exemple, c'est 80-20. On peut imaginer 70-30. C'est tout à fait possible. Donc, une fois que tout marche bien, j'ai vu que la nouvelle version V2 ne pose pas de problème. Donc, je fais le switch. Donc, je fais le switch directement en envoyant 100% de mon trafic sur la nouvelle version de mon application, qui est la V2. Et idem, je continue, je détruis l'environnement V1 parce que j'en ai plus besoin. Donc, ça, c'est un schéma qui rentre un peu plus dans le détail. En gros, donc, j'ai une application qui est en cours d'exécution. Donc, je déploie dans l'environnement Canary. Donc, c'est l'environnement qui est un peu à part. Je teste en isolation une fois que tout marche bien. Donc, je commence à envoyer du trafic sur la nouvelle version. Donc, je déploie pour un petit groupe d'utilisateurs. Je surveille tout ce qui se passe. Tout va bien. Ensuite, j'augmente le pourcentage là pour envoyer 100% du trafic. Donc, si le déploiement est fini, donc cela veut dire que c'est fini. Il se pourrait aussi qu'à partir d'ici, j'ai des problèmes que j'identifie seulement en prod. Donc, je retourne vers la version précédente. En ressuscitant le trafic, je corrige les problèmes sur mon environnement Canary et je recommence. Donc, les deux sont très similaires, Blue-Green et Canary. La grosse différence, c'est qu'avec le Canary, on joue un peu sur le pourcentage de trafic qu'on va envoyer vers la nouvelle version de mon application. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais ce genre de process de déploiement est souvent assez complexe à mettre en place. Comme vous le voyez, il faut que je puisse avoir un environnement séparé, que je puisse tester en isolation. Donc, ça rend un peu le process beaucoup plus complexe. Idéalement aussi, je vais avoir plusieurs versions de mon application qui vont tourner en même temps. Donc, généralement, souvent, je dois faire des changements dans le schéma. Il faut que la nouvelle version et l'ancienne version puissent fonctionner sur la même base de données. Donc ça, c'est un très gros challenge, mais il y a des techniques pour faire des modifications de schéma, de base de données step by step, pour éviter qu'on se retrouve dans une situation où je peux avoir plusieurs versions de mon application qui tournent sur la même base de données.
Ensuite, ce genre de technique aussi rend le processus de déploiement beaucoup plus lent. Parce qu'il faut faire des tests en même temps, il faut attendre que la nouvelle version se déploie, etc. Donc ça, c'est quelques challenges aussi qu'il faut prendre en compte. J'ai envie de dire que ça, c'est le prix à payer pour pouvoir déployer en toute sérénité. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Donc, maintenant, on va parler de Code Deploy. C'est un service AWS qui est gratuit. En fait, on ne va pas payer pour l'utilisation de Code Deploy. On va juste payer pour les services AWS qu'on utilise. Donc, ECS, par exemple, Lambda Function. Donc, ce sont les services qui sont supportés par Code Deploy. Code Deploy aussi peut être déployé on-premise. Du coup, même si j'ai mon application dans mon data center, je peux déployer Code Deploy dessus. Donc, Code Deploy aussi fournit des mécanismes de monitoring de mon process de déploiement. Si je veux faire des rollbacks manuels ou automatiques, Code Deploy permet de le faire. Donc, il y a aussi des mécanismes de hook. Supposons que juste après avoir déployé ma nouvelle version de mon application, je vais lancer des scripts qui vont faire des migrations de données, des trucs comme ça. Donc, je peux me caler à différentes étapes de mon process de déploiement pour lancer des scripts. Ça peut être des scripts justement qui vont faire des tests automatisés de ma nouvelle version. Donc, Code Deploy fournit des mécanismes pour ça. Donc, il supporte plusieurs stratégies. Comme on l'a vu, il supporte le Blue-Green. Il supporte également le Canary Deployment. On a aussi le Linear Deployment. Maintenant, parmi les concepts de Code Deploy, voici un schéma qui montre un peu les différents composants de Code Deploy. Donc, j'ai le service Code Deploy qui est là. Donc, j'ai mon application Code Deploy. Donc, c'est au sein de mon application Code Deploy que je vais mettre mes services. Donc, au sein de la même application Code Deploy, je peux avoir un service ECS. Donc, ECS, c'est Elastic Container Service. Donc, je déploie juste mes conteneurs sur ECS. Au sein de la même application aussi, je peux avoir des lambda functions. Donc, je peux faire plusieurs déploiements pour chaque groupe. C'est comme ça qu'ils les appellent. Donc, chaque déploiement aussi peut utiliser différentes configurations. Donc, pour ECS, je peux dire que tu shifts le trafic, tu fais 10% toutes les 20 minutes. Et pour mes lambda functions que j'ai, je peux dire que c'est 10% toutes les 1 minute. Donc, toute cette configuration est pilotée. La partie déploiement est pilotée par un fichier qu'on appelle le AppSec file. Donc, je vais vous montrer un exemple après. Maintenant, on va faire le focus sur ECS. Comment ça fonctionne? Donc, pour ceux qui sont un peu familiers avec AWS ECS, j'ai mon application load balancer. Ensuite, j'ai des listeners. Donc, les listeners sont liés à des target groups. Donc, avec Code Deploy, j'ai 2 listeners. Donc, un qui s'appelle Production Listener, qui reçoit en fait le vrai trafic des utilisateurs, et le listener de test, qui la plupart du temps ne reçoit pas de trafic, et derrière lequel il n'y a pas de target group qui est associé. Donc, j'ai mes conteneurs qui sont liés à mon target group qui est là. Ensuite, Code Deploy va lancer la nouvelle version de mon application qui est là. Ensuite, va rattacher ça à un nouveau target group. Donc, le target group, c'est juste un ensemble de tâches sur ECS. Donc, ensuite, il va modifier le listener, le test listener, pour pointer vers la nouvelle version de mon application. Donc, ça fait que je peux tester mon application en toute isolation sans impacter le trafic, sans impacter le live trafic. Ensuite, une fois que mes tests sont bons, il va mettre à jour le listener de production pour pointer vers la nouvelle version. Et une fois que tout est bon, il va détruire les anciennes tasks ECS. Donc maintenant, on va passer à la démo. Rapidement, je vais vous parler de l'application que je vais montrer. C'est une application toute simple. C'est un Python et un Django qui est déployé sur ECS. Donc l'application expose juste une API toute simple. Donc elle est accessible via un load balancer public, une application load balancer. Donc il y a une base RDS Postgres qui est utilisée notamment. Ensuite, il y a un bucket S3 pour les fichiers statiques. Donc tout ce qui est JS, images. Donc ça, c'est stocké dans un bucket S3. Bon, ça, typiquement, j'en ai pas forcément besoin, sachant que c'est surtout une API que je fournis. Donc, je l'ai mis aussi pour pouvoir utiliser l'interface d'administration de Django, pour ceux qui connaissent un peu Django. Donc, voici l'architecture. Donc, j'ai mon load balancer dans le subnet public. Ensuite, j'ai mon ensemble d'utilisateurs qui sont là. Donc, qui passent par l'ALB. J'ai mon service ECS. Mes fichiers statiques sont là dans un bucket S3. Ensuite, j'ai ma base de données PostgreSQL. Donc, tout le code source de la démo
que je vais présenter est disponible sur GitHub. Donc, vous pouvez cloner le projet et le déployer vous-même. Donc là, maintenant, je vais aller sur la console AWS. Donc, rapidement, je suis dans le menu de code deploy. Donc, j'ai une application qui s'appelle Démo, la journée du cloud 2024. Donc, j'ai l'historique de mes déploiements. Vous voyez que j'ai déjà fait un déploiement ici, quelques déploiements ce matin. Donc, j'ai mon déploiement groupe qui correspond à mon service ESS. Comme le déploiement prend un peu de temps, je vais juste déployer une nouvelle version. On va dire, je vais déployer la V2 de mon application. Donc, tout est automatisé, tout est fait avec Terraform. Donc, si je veux juste mettre V2, donc j'ai aussi fait un petit script en local qui va me lancer le déploiement et attendre que le déploiement finisse. Donc, je mets à jour la version, je vais juste lancer Terraform qui va mettre à jour quelques ressources. Donc, je fais Yes. Donc, Terraform va faire ce qu'elle a à faire. Maintenant, je lance le déploiement même. Donc, je lance cette commande. Donc, là, il va lancer un déploiement pour moi. Donc, je reviens ici. Vous voyez, il y a un nouveau déploiement. OK. Donc, vous voyez, le déploiement est lancé. Donc, je vais juste attendre que ça finisse. Ça prend un peu de temps. Donc, je vais vous montrer rapidement l'application. Donc, j'ai mon load balancer ici avec mes deux listeners. Donc, là, j'ai juste mis des ports classiques. Donc, 80, 80, 80. Donc, ça, c'est le listener principal. Ma base de données RDS est là. C'est une base de données principale. J'ai mes alarmes. Donc, j'ai mis en place 2 alarmes CloudWatch. Donc, ce qu'on va faire, c'est CloudWatch, durant le déploiement, va vérifier l'état de ces 2 alarmes. S'il se trouve que une des alarmes passe dans un état alarme durant le déploiement, donc il va automatiquement arrêter le déploiement et faire un rollback pour moi. Donc, l'application même est là. Donc, j'ai juste implémenté un petit endpoint qui affiche démo la journée du cloud 2024 avec la version 1.00 de mon application. Donc, je reviens sur code deploy. Donc là, il est en train de déployer de nouvelles tasks avec la nouvelle version de mon application, donc la V2. Donc, on va juste attendre qu'il finisse. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Comme je vous l'expliquais, ces process de déploiement, malheureusement, prennent beaucoup plus de temps que si je faisais un déploiement classique. J'ai mes tasks sur SES, je déploie directement dessus. Donc là, ça va un peu tourner. On va juste attendre quelques secondes. S'il veut bien. Donc, voilà. On va attendre juste quelques secondes. Oui. Donc, en attendant, je vous montre rapidement. Oui. Donc, comme je disais, au niveau du load balancer, j'ai mes target groups qui sont configurés. Donc, j'ai 2 target groups, un pour Blue et un pour Green qui sont là. Donc, en ce moment, comme vous voyez, tout le trafic est envoyé sur Blue. Donc, quand je vais passer à la nouvelle version, ça va switcher automatiquement. Mais dans ce cas précis, je ne vais pas le faire parce que je vais vous montrer le process de rollback automatique. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a déployé la nouvelle version de mon application dans un environnement isolé. Donc là, je peux le tester. Donc là, ça, c'est la vraie URL. Donc ça, c'est ce que les gens utilisent. Donc l'environnement de test est disponible sur le listener de test qui écoute sur le port 8080. Donc, vous voyez, donc quand je passe sur le port 8080, la version de mon application est la version 2.00. Je trouve que cette version est buggée. Il y a un bug qui, malheureusement, je n'ai pas pu le voir avant sur mes différents environnements. Malheureusement, c'est arrivé jusqu'en prod. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, justement. Donc, je refresh, vous avez vu que là, j'ai une erreur 500. Donc, en fonction des requêtes, je peux souvent tomber sur des erreurs 500. Donc, ouais, donc je fais plusieurs requêtes. Souvent, ça marche, souvent, ça ne marche pas. Donc, ça peut être dû à plein de raisons. Donc, là, d'ici quelques minutes, il y a une de ces alarmes-là qui va se déclencher. Donc, Code Deploy va automatiquement faire un rollback pour moi. Donc, supposons que durant cette phase de test, je n'ai pas eu l'opportunité de voir qu'il y a un bug. Donc là, on va dire que je continue le déploiement. Donc, je fais réseau trafic. Donc, ce qu'il va faire, donc là, il va commencer à router une partie du trafic petit à petit sur la nouvelle version. Comme vous le voyez, donc là, je suis à 75%, 25%. Ça veut dire que 75% est sur l'ancienne version et 25% est sur la nouvelle version. Donc, pour des utilisateurs qui utilisent l'URL par défaut,
ils ont 25% de chance de tomber sur la nouvelle version. Donc là, je vais refresh. Bon, je ne pense pas que je vais tomber là-dessus. Donc ça, il va le mettre à jour toutes les minutes. Donc ça, c'est la configuration que moi, j'ai décidé de faire. Donc j'ai toujours l'ancien environnement qui est là. Bon, je peux faire plusieurs refresh. Donc je fais juste ça pour déclencher des erreurs, histoire de déclencher les deux moniteurs qui sont là. Donc on va juste attendre quelques minutes. Donc le déploiement suit son cours. Donc là, d'ici quelques minutes, ça devrait passer à 50-50 normalement. Voilà, donc là, je suis à 50-50. Donc 50% des utilisateurs sont sur la nouvelle version et 50% sont sur l'ancienne version. Donc je peux faire plusieurs requêtes. Bon, peut-être je vais tomber hors. Donc là, je suis tombé sur une erreur. Je continue. Erreur, souvent ça marche, souvent ça marche pas. Donc on va attendre quelques secondes, le temps que l'alarme se déclenche et vous allez voir ce qui va se passer. Donc ce n'est pas moi qui vais faire un rollback automatique. C'est AWS qui va tout faire pour moi. Donc là, je suis à 50-50. Ouais, ça peut prendre. Ah, bah, donc là, vous avez vu, donc j'ai un de mes moniteurs qui est configuré sur les EDR 500 qui est passé en l'état alarme. Donc, ce que Code Deploy fait, donc il a vu qu'un des moniteurs est passé en l'état alarme. Donc, il a automatiquement arrêté le déploiement et fait un rollback pour moi. Donc, je n'ai rien eu à faire là-dessus. Donc, je reviens sur l'URL, je fais des refresh, je tombe automatiquement sur la version 1. Donc, je n'ai pas eu à monitorer moi-même. Tout ça, c'est entièrement géré par Code Deploy. Donc, voici grosso modo le fonctionnement de Code Deploy. Donc, je reviens rapidement sur la présentation. Donc, comme je disais, le code source, je vais le rendre disponible tout à l'heure. Donc, pour résumer rapidement Code Deploy et toute la présentation, il faut savoir que les déploiements et les changements de manière générale sont les premières causes d'incidents. Avoir une couverture de test à 100% n'est pas une garantie absolue que tout va bien se passer en prod. Il y a certains jugeages qu'on ne peut avoir qu'en prod, certains paramètres, surtout quand on est dans le domaine du paiement, qui est très complexe. Souvent, quand on s'interface avec les producteurs de cartes bancaires, leur réseau Visa, Mastercard, il y a certaines choses qu'on ne peut vraiment tester qu'en prod. Ensuite, avoir des processus de déploiement qui sont entièrement automatisés est vraiment primordial, surtout dans certains domaines dans lesquels je suis, où vraiment chaque transaction qui échoue, c'est une perte d'argent. Et les clients qui nous choisissent, ce qui les regarde le plus, c'est notre disponibilité. Donc, on a des métriques en place, donc tout ce qui est SLO, Service Level Objectif, qu'on met en place sur la disponibilité de nos services, pour s'assurer qu'à chaque seconde, chaque minute qui passe, il n'y ait pas de transaction qui échoue. Bien évidemment, on ne peut pas avoir 100% de disponibilité. Donc, on se laisse quand même une certaine marge de manœuvre de l'ordre de quelques minutes d'indisponibilité par an. Donc, Code Deploy que je viens de présenter est une solution qui est simple et efficace, et simple à mettre en place. Donc, si vous avez ce genre de problématique où vous voulez déployer sereinement vos applications, sur ECS ou sur Lambda, Code Deploy est un service que je vous conseille grandement d'utiliser si vous en avez l'occasion. Donc, je vous remercie de savoir, est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Mohamed. Oui, il y a des questions dans le chat. Donc, je vais activer au niveau de la scène. Bon, la première question, c'est Mohamed Assimi. Il demande quels sont les défis courants rencontrés lors du déploiement d'applications avec AWS Code Deploy et comment les surmonter. Ok. L'un des gros problèmes avec Code Deploy, c'est, supposons que vous avez un service qui existe déjà, qui est déjà en prod, qui est utilisé. Donc, vous ne pouvez pas plugger directement Code Deploy sur ce service. Donc, avec ECS. Donc, vous êtes obligé de créer un nouveau service qui a une copie du service qui existe déjà. Donc, lui va être configuré pour être utilisé avec Code Deploy. Ensuite, un des problèmes avec Code Deploy comparé à si j'automatise tout ça, parce que tout ce que je vous ai montré, le rollback automatique,
On peut automatiser avec des scripts Python, peu importe. Le problème, c'est que ça manque souvent de flexibilité. Je prends un exemple rapidement. Supposons que je veux faire une pause durant mon déploiement. Après avoir envoyé, par exemple, 30% de mon trafic, je vais faire une pause pendant peut-être plusieurs jours ou pour un temps indéterminé, histoire de voir comment l'application se comporte. Ça, malheureusement, Code Deploy ne le supporte pas. Ensuite, il y a d'autres petits challenges vraiment techniques avec Code Deploy. Si j'ai une application qui doit écouter plusieurs load balanceurs, qui arrive souvent chez nous, un load balanceur public et un load balanceur privé, Code Deploy ne le supporte pas aussi. Ok, donc prochaine question de Fatou Fall. Comment utiliser les scripts de cycle de vie pour automatiser les étapes de déploiement, telles que l'installation, la validation Ok. et la désinstallation? En fait, dans le fichier AppSec, en gros, tu as des parties où tu peux configurer les scripts qui vont se lancer. Donc, Code Deploy ne supporte que des lambda fonctions. Supposons que je veux automatiser le lancement de tests via API avec peu importe la manière dont c'est implémenté. Donc, je vais coder une petite lambda fonction sur AWS qui va être déclenchée par Code Deploy. Donc, soit je fais les tests directement dans la lambda fonction qui va faire des requêtes HTTP, plein d'autres choses, ou la lambda fonction peut déployer un job sur GitHub Action ou sur GitLab, par exemple. Une fois que le job est fini, c'est le job qui va dire à Code Deploy de continuer le déploiement. Donc, ça aussi, c'est possible. Maintenant, en matière d'installation, etc., ça dépend vraiment des technos que l'on utilise. Pour ECS, il n'y a pas vraiment de notion d'installation, parce que tu déploies juste ton image de cœur. Donc, ECS va lancer l'image de cœur et faire tout le nécessaire. Si c'était sur EC2 ou d'autres plateformes, oui, tu auras eu des étapes d'installation et d'autres étapes que tu peux utiliser. Et toute cette partie est documentée dans la doc AWS. Merci. Une autre question de Jacques. Pouvez-vous donner des liens ou des labs pour améliorer nos skills sur Code Deploy? Skills avec Code Deploy. Ok. Il y a la doc d'AWS qui est pas mal du tout. Je crois aussi, je suis tombé sur un workshop qui parle un peu plus en détail de Code Deploy. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter le lien du workshop dans mon dépôt Git auquel vous pourrez avoir accès. Je vais mettre le lien tout à l'heure. Donc, vous pouvez soit suivre mon dépôt Git. Donc, tout est automatisé. Donc, en 2-3 commandes, vous avez une infrastructure avec Terraform, avec Code Deploy qui est déjà configuré. Donc, il faut juste lancer les scripts et vous pourrez faire joujou avec. De Mataja. Pour certaines erreurs mineurs non bloquantes, est-ce possible de lui dire de ne pas rollbacker la mise à jour en prod? Ok, Par exemple, alors, les étapes facultatives, quoi. ok. Alors, là, ça va dépendre de comment on configure Code Deploy et des alarmes sur CloudWatch. Sur CloudWatch, tu peux avoir plusieurs niveaux. Si tu sais que souvent, tu as 2-3 erreurs qui sont insignifiantes, tu peux raise en fait le threshold de ton alarme sur CloudWatch. Donc là, ce que moi j'ai fait, c'est le minimum syndical. Je le configure de telle sorte que pour une seule erreur, il fait un rollback automatique. Si tu ne veux pas aussi qu'il fasse un rollback automatique, tu peux vraiment enlever cette partie où il va suivre tes alarmes sur CloudWatch. Tu peux vraiment mettre ça de côté. Et c'est toi qui peux suivre le déploiement toi-même. Si tu connais ton application et que tu sais que certaines erreurs n'en valent pas la peine. Merci beaucoup. Une autre question de Daniel Taé. Si j'ai bien suivi, vous avez dit qu'on pouvait déployer Code Deploy en on-premise. Qu'on pouvait déployer avec Code Deploy, sûrement il a voulu écrire en on-premise. Si oui, est-ce que c'est optimal, facile à utiliser? Alors, en on-premise, en fait, comme sur AWS. Ok, alors, je n'ai pas eu l'occasion de tester moi-même, mais le principe, c'est quoi? Tu as un agent Code Deploy que tu déplaces sur une machine. Donc, c'est peut-être une machine qui est
chez un autre cloud provider ou dans votre data center. Donc, c'est l'agent en fait qui va se connecter sur AWS. Donc, il va recevoir les instructions de déploiement sur AWS pour déployer des applications. Donc, ça, c'est plus pour des applications un peu classiques qui sont lancées sur une machine virtuelle qui ne sont pas forcément déplorisées, qui utilisent système D ou d'autres process directement dans le code deploy permet aussi de superviser ce genre d'application. Merci. Je pense que ça répond un peu à la question de Cédric. Et il a une autre question qui demande en fait comment cela se couple-t-il avec Code Pipeline et le processus de gestion des bases de données en prod et en test en même temps. Vous le voyez comment? Ok. Code Deploy s'intègre avec Code Pipeline. Donc ça, c'est l'avantage des services AWS, c'est qu'il y a une forte intégration entre les différents services sur AWS. Je ne l'ai pas testé moi-même sur Code Pipeline. Ce n'est pas un service que j'utilise couramment, mais c'est possible de le plugger avec Code Pipeline également. Donc, concernant la gestion des BD, alors, si j'ai bien compris la question, j'imagine que ça fait référence aux migrations. Si c'est de ça dont on parle, ça va dépendre en fait des technologies que l'on utilise. Je prends mon cas. Donc, ça, c'est une application Django. Donc, les migrations de bases de données sont avec le code. Donc, c'est du code Python qui va modifier le schéma. Donc, dans ce projet, ce que j'ai fait, j'ai une task ECS qui est chargée en fait de lancer ces migrations-là. Donc, dans le process de déploiement, bon, je ne l'ai pas montré ici, mais c'est expliqué dans le dépôt sur GitHub. Donc, tu peux lancer des tasks SES qui vont juste lancer les scripts de migration de base de données pour toi automatiquement. Donc, que ce soit en dev, staging ou peu importe, tu vas suivre en fait le même process. Sous d'autres frameworks, il faudra se référer à comment ils gèrent les migrations de données. Je sais aussi qu'il y a des outils dont le métier, c'est vraiment gérer la migration de données ou de schémas dans les bases de données, qui est un sujet assez complexe qui pourrait même mériter une présentation à part. Effectivement, c'est vrai que c'est très complexe. Donc, on va prendre une dernière question de Chertiyan Cham qui demande est-ce qu'il existe des exemples d'applications et des ressources disponibles pour se familiariser avec Code Deploy avant de l'utiliser avec ses propres applications. Je pense que tu avais commencé à répondre à ça à travers les autres questions. Oui, tout à fait. Il y a les workshops d'AWS qu'on peut trouver. Code Deploy aussi est beaucoup présent dans l'une des certifs AWS, c'est la DevOps Pro. Ça peut être une manière d'apprendre Code Deploy, les concepts de Code Deploy. Donc, tu peux suivre les cours sous la certification AWS DevOps Pro. Je pense que vous pouvez trouver ça sur WizLab ou sur d'autres services qui vont peut-être rentrer dans les détails sur Code Deploy. Mais la doc AWS et les workshops faits par AWS sont un bon début. Okay. Bon, une dernière question hein, sur les bases de données. Une dernière. Qu'en est-il de la possibilité de corruption de données de la base de données entre deux versions? Ouais, ça, encore une fois, ça c'est un sujet très, très délicat. Alors, il y a plusieurs stratégies. Souvent, ce que certaines personnes font dans certains contextes, ils copient également la base de données. En gros, tu as une base de données blue, tu as une base de données green. À une certaine échelle, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Imagine, tu as des terras de données, à chaque fois tu dois tout copier-coller, tu ne vas pas t'en sortir. Dans l'exemple que moi j'ai montré, c'est une seule base de données. Donc, c'est en fait aux développeurs, durant les code review, avant même d'arriver en prod, qu'il faut s'assurer que les données qui sont écrites par la nouvelle version d'une application peuvent être lues par l'ancienne version. Ou on va déployer de manière incrémentale. Supposons par exemple, je veux changer l'adresse. C'était un champ texte.
Je vais maintenant splitter ça avec le code postal, le nom de la rue, tout ce qui va avec. Donc, si je veux faire ça, je vais faire en plusieurs étapes. Donc, dans le même déploiement, je ne vais pas changer le schéma de la base de données, et mettre aussi le code qui va lire les données, les nouveaux champs. Je vais faire ça en plusieurs étapes. Donc, peut-être le premier déploiement va juste modifier le schéma de la donnée. Je ne vais encore rien utiliser. Le code ne va pas référencer la nouvelle colonne. Donc, je peux faire un second déploiement qui va mettre à jour ces nouvelles colonnes avec l'existant en extrayant bien les différents champs. Je peux faire un dernier déploiement qui va en fait juste faire le switch, modifier juste le code pour utiliser les nouveaux champs. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, je fais un dernier déploiement qui va supprimer l'ancienne colonne. Donc, c'est des techniques comme ça que les gens utilisent pour s'assurer que les données, qu'il n'y ait pas vraiment de corruption de données. Même nous, souvent, on peut avoir des problèmes avec les bases de données. Il peut arriver que personne ne voit qu'il y a une incompatibilité. Malheureusement, on est souvent obligé, bon, pas souvent, mais si ça arrive, tu es obligé d'aller corriger les données à la main, malheureusement. Merci, c'est très clair, hein. Donc, sur ce, on va conclure. Merci à tous pour votre participation active et vos questions très pertinentes. Nous espérons que cette session vous a fourni les insights précieux et des outils pour optimiser vos déploiements. Un grand merci également à Mohamed qui a fait une très belle présentation, très enrichissante. Donc, Mohamed, je vous laisse le mot de la fin avant de conclure. D'accord. Puis, je ne peux que remercier tous les organisateurs de la journée du cloud. Je sais que c'est énormément de travail. Voilà, donc je voulais vous remercier sur tout ce qui est cloud. Franchement, allez-y. Le cloud a encore beaucoup d'années devant lui, que ce soit cloud privé ou cloud public. Il y a du taf, il y a encore des choses à faire. Oh, grave. Donc, je pense que... Ouais, bon, c'est nice, je pense. Dis-moi. Oui. Donc, je disais, il y a pas mal de ressources sur Internet que vous pouvez utiliser. Souvent, certains sont... Vous pouvez faire des tests gratuitement sur AWS ou même sur GCP. Il faut y aller. N'hésitez pas à utiliser Terraform pour créer, supprimer vos ressources. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, de base, je n'avais pas fait de formation en cloud. J'ai juste fait une formation en informatique. C'est vraiment durant ma première expérience qu'on m'a fait confiance. Donc, j'ai dû apprendre le cloud sur le tas. Donc, c'est possible. Allez-y, ce n'est pas de la magie. Ça prend du temps à comprendre les principaux concepts, mais voilà quoi. C'était ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, on demande votre compte GitHub dans le chat. Je pense que je le vois. Je vais mettre les liens là maintenant. Comme ok. Ça. Voici le lien vers le dépôt Git. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée. À plus. Merci.